Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Il existe des endroits où le temps meurt, des endroits où l'air devient lourd comme du velours noir imbibé de larmes, où chaque respiration ressemble à un adieu qu'on prononce sans le savoir, sans jamais pouvoir le reprendre. Toulkoad était de ces lieux, un village breton perdu entre les forêts épaisses de pins tortueux et les falaises de granit gris qui s'élevaient comme des pierres tombales, comme des doigts osseux pointant vers un ciel qui refusait de regarder vers le bas. Un lieu où les femmes vêtues de noir priaient chaque dimanche, agenouillées sur les bancs durs de l'église, leurs lèvres murmurant des Ave Maria pour des morts qui ne venaient jamais. Un lieu où les cloches sonnaient chaque dimanche, non pas pour célébrer la vie, mais pour l'appeler, l'implorer, la supplier de ne pas s'enfuir trop vite. Et en septembre 1911, au moment précis où l'automne commençait à peindre les feuilles en or mourant, quelque chose de plus ancien que les pierres de son église, quelque chose de plus profond que les racines de ces arbres millénaires, quelque chose qui respirait dans l'obscurité primordiale depuis la nuit des temps immémoriaux, s'est réveillé. Non pour détruire, non pour conquérir, non pour juger, mais simplement pour rappeler à ceux qui l'oubliaient que la vie n'était qu'une promesse non tenue, une illusion, une cage dorée, et que certains appels, les plus doux, les plus irrésistibles, ceux qui connaissaient les noms secrets de chaque âme, venaient de l'au-delà du voile, de l'autre côté du miroir, du cœur même de l'éternité. Lucien Perrault avait les mains froides quand il découvrit le courrier qui s'accumulait devant le bureau de poste de Toulkoad. C'étaient des mains qui avaient distribué des lettres pendant 30 ans, 30 années de marche régulière, de routes connues par cœur, de maisons familières, de mains qui recevaient les lettres avec gratitude ou appréhension selon les nouvelles qu'elles contenaient. Des mains qui connaissaient chaque village de la région, chaque ferme isolée, chaque chapelle perdue au milieu des champs. Ces mains avaient délivré des nouvelles d'amour, des contrats, des certificats de décès. Elles avaient livré la vie et la mort en enveloppe. Et maintenant, ces mains que Lucien croyait connaître parfaitement, tremblaient comme celles d'un enfant qui vient de voir Dieu descendant d'une nuée noire. Les lettres s'empilaient depuis 4 jours. 4 jours. 4 jours entiers, pendant lesquels personne n'avait retiré le courrier. Personne ne l'avait trié. Personne ne l'avait organisé selon la routine éternelle et rassurante. Elle gisait là, abandonnée, oubliée, comme des enfants nouveau-nés qu'on aurait laissés mourir de faim sur le pas d'une porte pendant une tempête hivernale. Des enveloppes blanches et jaunes, tachées de pluie, leurs coins recourbés, leurs adresses devenant de plus en plus floues à mesure que l'encre se dissolvait. Et la porte, cette porte qu'il ouvrait chaque matin depuis une décennie, cette porte qui était devenue une part de sa routine, une part de son existence, était fermée, non pas cassée, non pas fracturée, non pas défoncée, simplement fermée, à clé de l'extérieur. Lucien Perrault sentit quelque chose de glacial s'insinuer dans ses os, quelque chose d'atroce, d'indicible s'était produit ici, dans ce village tranquille où il venait chercher les lettres chaque matin depuis une décennie. Une décennie. Et jamais, jamais la porte n'avait été fermée. Jamais le courrier n'avait attendu plus d'1 heure. Il entra par la fenêtre arrière, se cognant le genou contre le rebord, sentant le bois humide céder légèrement sous son poids. La douleur monta le long de sa jambe, mais c'était une douleur réelle, corporelle, rassurante. Au moins, il pouvait encore souffrir. Au moins, il était encore vivant. À l'intérieur, l'atmosphère était suffocante. L'air semblait mort, figé dans le temps. Poussiéreux comme l'intérieur d'une tombe qu'on aurait ouverte après plusieurs siècles, une tombe royale, une tombe de pharaon. L'air avait un goût métallique sur la langue de Lucien, l'odeur de l'encre qui s'était répandue, l'encre qui reposait là, flottait dans le vide comme un spectre. Et là, sur le comptoir, ce comptoir blanc et lisse sur lequel il avait compté des timbres depuis tant d'années, il y avait l'encrier. C'était un encrier en porcelaine blanche, délicatement peint avec un motif de rose bleue. Un objet beau, presque gracieux, un objet qu'une femme choisit quand elle veut que ses mots soient beaux. Marguerite Fay, l'institutrice du village, utilisait cet encrier pour écrire à la préfecture, pour envoyer ses rapports mensuels sur l'état de l'école, sur le nombre d'enfants inscrits, sur les problèmes de discipline. Marguerite Fay avait de belles mains, des mains d'une femme instruite. Des mains qui connaissaient les livres, mais cet encrier s'était renversé. L'encre s'était répandue, une vague d'encre noire qui coagulait lentement, se figeant dans le temps comme une plaie qui refuse de cicatriser.
L'encre était encore humide, pas tout à fait fraîche. Le temps avait transformé sa surface en une pellicule légèrement épaissie, mais pas vieille non plus. Elle datait peut-être de 2 ou 3 jours, l'encre qui ne voulait pas sécher. L'encre qui s'accrochait à la vie avec une ténacité désespérée, refusant de devenir solide, refusant de mourir complètement, restant dans cet état entre deux, entre le liquide et le sec, entre l'existence et le néant. À côté, une plume d'oie, noire, délicate, ses barbes encore légèrement recourbées, gisait sous une chaise comme un oiseau mort, comme un oiseau qui s'était envolé du ciel et avait oublié comment revenir. Et sur le registre des ventes, ce grand livre relié en cuir marron dans lequel on notait chaque achat, chaque timbre vendu, chaque lettre expédiée. Il y avait une dernière écriture. Lucien Perrault reconnut immédiatement cette écriture. C'était celle de Marguerite Fay, nette, précise. Presque trop parfaite, comme si elle avait pratiqué pendant des années pour qu'aucune lettre ne dépasse les lignes, pour que chaque courbe soit exactement à sa place, pour que le monde sache qu'elle était une femme instruite, une femme d'éducation, une femme qui avait lu les grands auteurs et compris Balzac et Hugo. La dernière entrée était datée du 7 octobre. 3 timbres à 50 centimes, 2 lettres pour Rennes, météo, brumeux, sentiment, étrange, très étrange. Et puis au-dessous, écrit dans des lettres qui se déformaient progressivement, les mots s'inclinent de plus en plus, devenant de plus en plus instables, de plus en plus désespérés, comme si la main qui écrivait perdait progressivement sa santé mentale. Il m'appelle, fort je les entends, je dois descendre, je dois répondre, je ne peux pas refuser. Le reste était illisible. La plume avait traversé le papier, puis traversé de nouveau. Et encore une fois, le papier était déchiré, complètement déchiré. Comme si Marguerite Fay avait continué à écrire après que la plume ait quitté le papier, écrivant dans le vide, écrivant sur la table en bois, écrire jusqu'à ce que ses doigts ne puissent plus tenir la plume. Lucien Perrault laissa tomber le registre. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de le tenir. Le registre s'effondra sur le sol, avec un bruit sourd qui résonna dans le silence mort du bureau de poste. Il sortit en courant de ce bureau qu'il avait connu si longtemps, cette extension de sa propre maison, et il vomit dans la rue. Son déjeuner, une soupe de légumes, du pain rassis, du fromage qu'il avait acheté à la laiterie locale, rejaillit sur les pavés de pierre grise. Et il pleura. Un homme de 57 ans. Un homme qui avait vu la misère, la pauvreté, la mort des enfants dans les villages ruraux. Il pleura comme un petit garçon qui s'était perdu dans la forêt et ne trouvait pas son chemin de retour à la maison. Car il savait, intuitivement, instinctivement, viscéralement, que quelque chose d'ineffable, quelque chose qui n'avait pas de place dans le monde des vivants, s'était produit ici, quelque chose que les gendarmes ne pourraient pas expliquer, quelque chose que personne ne voudrait entendre. Il remonta la rue principale du village, en sentant chaque pas devenir plus difficile, comme si l'air s'épaississait à mesure qu'il avançait. Comme si quelque chose de solide et d'invisible le tirait en arrière. Les maisons étaient là, intactes, silencieuses, les volets fermés comme des yeux clos. Des yeux qui refusaient de voir ce qui s'était passé. Rien n'était cassé, rien n'était renversé, rien ne suggérait la violence ou l'effroi. C'était comme si les habitants avaient simplement déposé leur vie comme on dépose un fardeau trop lourd, et s'étaient enfuis vers une direction que les vivants ne pourraient jamais suivre. À la maison du boulanger, Yannick Gazot, un homme robuste avec des mains larges de travail constant, le pain était toujours dans le four. 3 miches dorées, parfaitement cuites, attendaient d'être mangées. Mais elles sentaient la mort, une odeur sucrée et putride. Elles étaient rassis, couvertes d'une poussière fine qui ressemblait à du pollen, à de la cendre, à de la poudre d'os broyée. Une mouche morte gisait sur l'une des miches, ses petites pattes repliées sur elles-mêmes comme en prière silencieuse. Et près du four, une note écrite à la hâte, les lettres tremblantes. Dimanche, pain pour la messe, 20 francs. Mais personne ne viendrait chercher ces pains, jamais, jamais plus. Dans la cuisine du médecin, le docteur. Marcel Perron, qui avait servi ce village pendant 40 ans, Lucien Perrault trouva une soupe. Une belle soupe, dans un grand pot en faïence blanche décoré de fleurs jaunes. Elle était devenue gélatineuse, verdâtre, transformée en quelque chose de vivant. Une vie qui n'était pas censée exister. Une putréfaction qui respirait,
qui pulsait presque avec son propre cœur, le nid d'une existence nouvelle. Et l'odeur, oh l'odeur était suffocante, presque tangible, presque visible, comme un gaz jaune-vert qui flottait dans la cuisine. C'était l'odeur des choses qui se désagrègent, qui se transforment, qui meurent lentement pour devenir autre chose, pour devenir pourriture, pour devenir rien. Mais c'est en arrivant à la dernière maison avant la limite du village, celle de la sage-femme, Joséphine Arzel, une femme de 65 ans qui avait mis au monde pratiquement tous les enfants du village, que Lucien Perrault découvrit quelque chose qui le glaça plus profondément qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Un berceau. Un petit berceau en bois blanc avec des découpes délicates de feuilles et de fleurs. Un berceau qui aurait dû contenir de l'espoir, de la vie nouvelle. Mais à l'intérieur reposait un bébé. Mais ce bébé n'était pas mort depuis hier, pas même depuis une semaine. Il était momifié, complètement momifié. Ses petites joues s'étaient affaissées, devenant de la peau grise tendue sur des os minuscules. Ses lèvres étaient recroquevillées, révélant de petites gencives blanches. Ses petits poings, fermés pour toujours, serraient quelque chose. Une couverture peut-être. Ou une dernière étreinte avec un monde qu'il avait abandonné en le laissant seul dans cette chambre, pour mourir lentement, lentement, sans personne pour le tenir, pour le réconforter, pour lui dire que tout allait bien. Ses yeux étaient ouverts, grands ouverts. Deux petites billes blanches fixant quelque chose que Lucien Perrault ne pouvait pas voir, quelque chose qui était là, invisible, mais terriblement, absolument réel. Quelque chose qui flottait dans l'air au-dessus du berceau, comme une bénédiction maudite, et la chambre sentait l'encens. Des brindilles de bois d'encens calciné traînaient sur le sol. Quelqu'un, la mère peut-être, ou une sage-femme devenue folle face à l'ampleur de ce qui se produisait, avait brûlé des tonnes d'encens autour de ce berceau, peut-être pour masquer l'odeur de la mort, peut-être pour une raison que Lucien ne parvenait pas à comprendre. Peut-être, et cette pensée terrifiante s'insinua dans son esprit comme un poison, pour invoquer quelque chose, pour faire une offrande, pour dire au silence, à l'obscurité, à cette présence invisible, « Voici, prenez cet enfant, prenez ce nourrisson innocent, prenez-le et laissez-nous tranquilles, laissez mon village tranquille. » Et peut-être, juste peut-être, que cela n'avait pas été assez. Lucien Perrault partit au galop jusqu'à Carhaix, son cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Didier Marchand était un gendarme méticuleux. Il avait 43 ans, 43 années de voir la misère humaine, 43 années de confronter l'obscurité qui vivait au cœur de chaque village, chaque ferme, chaque église de Bretagne. Il avait une fine moustache qui ressemblait à deux petits pinceaux de calligraphie délicate. Et un regard. Ce regard gris-bleu profond qui semblait capable de voir à travers les mensonges, à travers les secrets, jusqu'au cœur même de la vérité. Il avait enquêté sur des crimes de passion, des meurtres où des hommes avaient tué leurs rivaux pour l'amour d'une femme, des meurtres où des femmes avaient empoisonné leurs maris pour échapper à des mariages sans amour. Il avait vu des suicides, des enfants noyés, des fermiers frappés à mort pour une querelle de propriété. Mais rien, absolument rien, n'avait préparé son cœur, sa raison, son âme à ce qu'il découvrirait à Toulcoade. Il arriva le 11 octobre au matin, un matin gris et brumeux, où le soleil refusait de percer les nuages, où la pluie tombait doucement, continuellement, comme si le ciel lui-même pleurait. Avec lui un assistant nommé Théo Brissac, un jeune homme de 24 ans aux joues roses et aux yeux innocents. Des yeux qui n'avaient pas encore vu les choses terribles que le monde pouvait faire, des yeux qui ne resteraient pas innocents longtemps. Les survivants, au nombre de 37 âmes restantes, s'étaient regroupés à l'église. 37 témoins d'une horreur qu'ils refusaient de nommer, qu'ils n'osaient pas nommer. Ils vivaient maintenant sous le toit de Dieu, dormaient sur les bancs de bois dur, s'agenouillaient à l'endroit exact où ils auraient dû prier pendant le dimanche. Mais leurs lèvres ne bougeaient plus, elles formaient très rarement des mots. Elles avaient un pli amer, figé, comme si chaque parole qu'elles auraient pu prononcer était morte avant même de naître, comme si les mots, eux-mêmes, étaient dangereux, comme si le simple acte de parler pouvait tirer l'attention de quelque chose qui attendait dans l'obscurité. Leurs yeux regardèrent le vide, ils regardaient les vitraux colorés sans les voir. Ils regardaient l'image du Christ suspendu à la croix en bois avec une expression qui aurait pu signifier une prière, ou une accusation silencieuse, ou un désespoir absolu et sans fin. Marchand commença par les questions simples. « Où est votre famille ?
demanda-t-il à une femme vêtue de noir. Son nom était Yvonne Kerguelen. Elle avait perdu son mari, un charpentier nommé Philippe, ses 3 enfants, Marie, Luc et Justine, et sa belle-mère, une femme de 80 ans qui connaissait les anciennes chansons du pays. Une famille entière, évanouie en une seule nuit. Silence. Son silence était une réponse, mais c'était une réponse qui disait beaucoup. Elle disait « Ne posez pas de questions. Les questions ont du pouvoir. Les questions ouvrent des portes qu'il faut garder fermées. Les questions appellent l'attention, et nous n'avons pas besoin de plus d'attention. » « Que s'est-il passé la nuit du 6 octobre ?» insista Marchand, sa voix résonnant dans l'église comme une cloche de mort, résonnant contre les voûtes de pierre, se répercutant dans les oreilles des survivants comme une accusation. Un silence encore plus profond, un silence qui semblait s'épaissir, prendre du volume, devenir une force physique. Marchand sentit le silence s'enrouler autour de son cou comme une corde, comme des mains invisibles qui le serraient. Il sentait ses artères palpiter. Il sentait son cœur battre irrégulièrement. Y a-t-il eu des traces de violence? Une lutte? Quelque chose? Quoi que ce soit? Et c'est alors qu'un vieil homme se leva lentement. Son nom était Hervé Garec. Il avait 82 ans. Son visage était creusé comme une tombe, creusé par le temps, par la douleur, par quelque chose d'autre, quelque chose que Marchand ne pouvait pas identifier, quelque chose que seules les âmes anciennes connaissaient. Ses mains tremblaient. Elles tremblaient tellement qu'il devait les tenir avec l'autre main pour les stabiliser. Ses yeux étaient les yeux d'un prophète qui avait reçu un message du monde des morts et ne l'oublierait jamais. Les yeux d'un homme qui avait vu Dieu et trouvé à sa place le néant absolu. « On ne parle pas, gendarme, dit-il simplement. » Sa voix était comme le vent qui hurle dans un cimetière abandonné depuis des siècles. Une voix qu'on n'oublie jamais une fois qu'on l'a entendue. On ne parle pas parce que ceux qui parlent, il s'interrompit, cherchant ses mots, son corps tremblant comme s'il souffrait d'une maladie invisible, comme s'il retenait quelque chose à l'intérieur de lui qui voulait sortir. Ceux qui parlent, ils les entendent aussi. Ils nous entendent parler, et quand ils nous entendent, ils viennent. Marchand plissa les yeux. Son instinct de gendarme, sa rationalité formée par des années d'enquête logique, tout en lui criait que ce vieil homme était devenu fou, que le trauma l'avait brisé, que son esprit s'était disloqué sous le poids de ce qu'il avait vu. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus primitif, quelque chose qui existait en lui avant qu'il ne devienne gendarme, avant qu'il ne devienne raisonnable, savait que cet homme disait la vérité absolue. « Qui ça, il » demanda Marchand, et sa voix était plus basse maintenant, plus respectueuse, comme s'il priait dans une église. Mais Hervé Garec ne répondit pas. À la place, il se rassit lentement, et autour de lui, les 36 autres survivants murmurèrent de quelque chose, une prière peut-être, ou un avertissement. Leurs voix s'entrelaçaient comme des cordes qui s'enchevêtrent dans le noir. Et dans ce murmure collectif, Marchand crut entendre le son du vent, et aussi, très faiblement, très lointainement, presque à la limite du perceptible, des voix qui n'appartenaient pas à ce monde, des voix qui appelaient, des voix qui chantaient un hymne que seules les âmes damnées pouvaient connaître. L'assistant Brissac devint pâle, ses lèvres devinrent blanches. Il demanda la permission de sortir et vomit derrière l'église pendant 10 minutes, son corps convulsant, son âme rejetant quelque chose que ses yeux avaient vu. Marchand examina ensuite les maisons des disparus, une par une, documentant chaque détail, essayant de comprendre l'incompréhensible. La maison des Dubois était la première sur la liste. Une maison en pierre blanche avec des volets bleus. Une belle maison, la maison d'une famille respectée. Jean Dubois était charpentier. C'était un homme robuste, avec des mains calleuses de travail honnête, une barbe qui virait au gris et une réputation d'être un homme juste et bon. Sa femme, Marie, faisait du tissage. Elle avait un talent extraordinaire, un don, aurait-on dit. Ses motifs étaient reconnus dans toute la région. Des femmes venaient de villages éloignés pour acheter ses créations. Ils avaient 4 enfants, 3 garçons nommés Claude, Henri et Pierre, et une fille nommée Simone, qui avait 17 ans, et était considérée comme la plus belle fille du village. Elle avait des yeux verts et des cheveux blonds qui brillaient au soleil comme de l'or liquide. Les lits de la maison étaient de froid quand Marchand les toucha, complètement froid. Mais les couvertures tissées à la main par Marie Dubois elle-même, étaient repliées avec soin, pas jetées à la hâte, repliées avec soin, avec délibération, comme si on s'était levé calmement, sachant exactement ce qu'on faisait, acceptant ce qui allait se produire, accueillant ce qui allait se produire.
Sur la table de la cuisine, un plateau avec du pain, du fromage, une tasse de lait caillé. À côté, une pipe. La pipe de Jean peut-être, qui avait l'habitude de la fumer le soir avant de se coucher. Rien n'était brisé, rien n'était forcé, rien ne suggérait que quelqu'un était entré de force, avait forcé la famille à partir. C'était comme si, et cette pensée glaça le cœur de Marchand, comme si on avait reçu un appel irrésistible, un appel qui était plus fort que l'amour, plus fort que l'instinct de survie, plus fort que tout ce qui aurait pu retenir une âme en vie. C'était comme s'ils avaient obéi, écrivit plus tard Marchand dans son carnet personnel, un carnet qu'il remplirait de notes tremblantes et d'observations qui le hanteraient pour le reste de sa vie. C'était comme s'ils avaient reçu un ordre d'une puissance supérieure et qu'ils avaient simplement obéi, comme des soldats, comme des esclaves, comme quelque chose qui n'appartenait plus au monde des vivants. Il continua d'inspecter, maison après maison. La même absence inquiétante qui hantait chaque pièce, chaque cuisine, chaque chambre à coucher. 13 maisons au total, 13 foyers d'où le cœur avait été prélevé avec une délicatesse terrible. 13 familles qui avaient simplement cessé d'exister, non pas par la violence mais par l'acceptation, par l'obéissance à quelque chose que les vivants ne pouvaient pas comprendre. Et alors, en fin d'après-midi, Marchand demanda à Brissac de l'accompagner au sous-sol de l'église. La trappe qui menait au sous-sol de l'église était normalement fermée et scellée par plusieurs barres de bois épaisses. Mais cette nuit-là, la nuit du 6 octobre, elle avait été enfoncée de l'intérieur avec une force sauvage, presque animale. Les planches de bois qui la fermaient d'habitude, avaient été déchirées comme du papier. Les ongles de ceux qui avaient essayé de sortir, Marchand le comprenait maintenant, étaient cassés sur plusieurs d'elles. Des traces de sang séché maculaient le bois. Ce sang avait coulé pendant des heures, pendant que quelqu'un, plusieurs personnes peut-être, essayaient de creuser, de gratter, de se libérer de ce qui les retenait en bas, de ce qui les appelait. À côté de la trappe, il y avait des vêtements qu'il reconnut, ceux de Marguerite Fay, l'institutrice. Une robe en laine grise, un chemisier blanc, des bas de coton, tout soigneusement pliés, les chaussures alignées côte à côte, comme si on les avait ôtées avant de descendre, comme si ce qu'on allait devenir en bas n'avait pas besoin de vêtements, comme si la nudité était une forme de pureté requise. Marchand et Brissac éclairaient avec des lampes à huile alors qu'ils descendaient les escaliers de pierre. L'escalier était humide, les marches étaient glissantes d'une substance que Marchand ne voulait pas identifier. L'eau? Du sang? Quelque chose d'autre? Au fur et à mesure qu'ils descendaient, l'air s'épaississait. Il devenait froid, inerte, comme s'ils descendaient non pas dans une cave, mais dans une tombe qu'on aurait ouverte et où les morts attendaient, patients, silencieux, mouvant imperceptiblement dans l'obscurité. En bas, dans le souterrain, il y avait quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Marchand. Les murs de pierre humide et grise qui avaient supporté l'église pendant des siècles, étaient recouverts, complètement recouverts de mots. Des mots tracés au charbon, des mots gravés dans la pierre, des mots écrits avec ce qui ressemblait à du sang séché, un sang noirâtre qui avait coulé des doigts de ceux qui l'avaient inscrit, du sang qui s'était coagulé, qui s'était transformé en une encre macabre, des centaines de mots, des milliers peut-être, recouvrant chaque surface, du plancher au plafond, les lettres qui s'entrecroisaient, qui s'entassaient les unes sur les autres, comme si les gens qui avaient écrit ces mots avaient passé un temps infini à graver cette phrase, à la répéter, à l'implorer, à l'accepter. Toujours le même message, répété sans fin, jusqu'à l'obsession absolue. Ils nous ont appelés, ils nous ont appelés, ils nous ont appelés, ils nous ont appelés, ils nous ont appelés. Le message était écrit partout, sur tous les murs. Sur le plafond voûté, même sur le sol de pierre, comme si les gens qui avaient écrit ces mots, les 23 disparus, avaient passé un temps infini à graver cette phrase, à se la rappeler, à l'accepter, à la chanter silencieusement dans l'obscurité. Et au cœur du souterrain, au centre exact du sol de pierre, il y avait quelque chose que Marchand mit plusieurs secondes à comprendre. C'était un symbole, un cercle parfait, d'environ 2 mètres de diamètre, divisé en 8 sections. Chaque section contenait un mot en breton ancien, une langue que Marchand ne comprenait pas entièrement, mais qui semblait invoquer, supplier, demander quelque chose du domaine des ténèbres, des mots qui respiraient du pouvoir,
Des mots qui semblaient vibrer dans l'air, même gravés dans la pierre depuis des jours. Mais au centre du cercle, il y avait un vide qui semblait absorber la lumière des lampes à huile, un vide qui semblait vivant, palpitant, respirant, attendant. Comme si quelque chose d'invisible attendait à travers ce vide. Quelque chose qui regardait Marchand, quelque chose qui le voyait. Marchand sentit une présence qui était plus ancienne que les murs de l'église, plus ancienne que le village lui-même. Quelque chose qui avait attendu des siècles que quelqu'un descende assez profond pour comprendre. Et autour du cercle, gravé dans la pierre avec une désespération absolue, avec les ongles peut-être, avec les dents, était écrit en lettres profondes et déchirées, en français cette fois, comme une dernière tentative de communication. « Pardonnez-nous, ne nous condamnez pas, nous ne pouvions pas refuser. Ils étaient si beaux, ils connaissaient nos noms, ils nous appelaient depuis toujours, nous n'avions pas le choix. » Brissac commença à pleurer. Un jeune homme de 24 ans qui pleurait comme un enfant abandonné. Ses sanglots résonnaient dans le souterrain, se répercutaient contre les murs, se mêlaient aux mots gravés, se transformaient en quelque chose de presque humain, presque comme si le souterrain lui-même pleurait. Marchand le saisit par le bras et le força à remonter. Ils montèrent les escaliers en trébuchant, fuyant ce vide qui les regardait, fuyant ce symbole qui respirait, fuyant cette présence qui les suivait. Au-dessus, dans l'église, le silence était devenu encore plus épais. Les survivants regardaient les deux gendarmes avec une expression qui était un mélange de pitié et de résignation, comme s'ils pensaient « Vous avez vu. Maintenant, vous comprenez. Et maintenant, vous allez partir, parce que si vous restez, ils viendront aussi pour vous, et vous n'aurez pas le choix non plus. » Marchand regarda les visages des survivants. Et sur chaque visage, il vit la même chose, la peur. Pas seulement la peur de parler, mais la peur de vivre. La peur de continuer à exister dans un monde qui avait révélé son vrai visage. Un visage ancien, patient, infini, attendant à la lisière de la réalité. Un visage qui connaissait leur nom depuis le début des temps. Marchand sortit de l'église en courant. Il sortit en courant, Brissac le suivant, leurs pieds claquant contre le pavé de pierre. À l'extérieur, le jeune assistant vomit de nouveau dans le cimetière de l'église. Son dîner, son petit déjeuner, son âme peut-être, se versant sur les tombes des ancêtres, sa main tremblante touchant les pierres froides de noms qu'il reconnaissait. Et Marchand lui-même, un homme qui n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère il y a 19 ans. Marchand s'assit contre un mur de pierre et pleura. Il pleura jusqu'à ce que ses larmes soient épuisées. Il pleura jusqu'à ce que sa voix devienne rauque et qu'il ne puisse plus respirer. Il pleura comme un homme qui venait de découvrir que Dieu n'existait pas. Ou pire, que Dieu existait et qu'il n'était pas bon. 41 ans plus tard, 41 ans de silence, 41 ans d'oubli volontaire. En 1952, un chercheur nommé François Delabois était assis dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque municipale de Morlaix, en Bretagne, quand il trouva quelque chose d'extraordinaire. C'était un journal relié en cuir noir, dont les pages étaient jaunies par le temps, fragiles comme les ailes d'un papillon mort. C'était le journal de Marguerite Fay, l'institutrice de Toulcoade. Quelqu'un, peut-être Marchand lui-même, peut-être un autre, on ne saurait jamais, avait photocopié le journal avant de le remettre à la bibliothèque sous un faux nom, sous une fausse provenance. Les pages tremblaient entre les mains de Delabois alors qu'il lisait. Ici était gravé le témoignage d'une femme qui descend lentement, progressivement, page après page, dans la folie, ou peut-être pas la folie, peut-être la compréhension, peut-être l'acceptation de quelque chose que les vivants refusent de voir. 3 septembre 1911. La première fois, je n'ai pas vraiment remarqué. C'est la petite Marie Kernévès, elle a 9 ans, les cheveux roux comme le cuivre, les taches de rousseur sur le nez qui me l'a mentionné après la classe. Elle disait avoir entendu du chant la nuit, du chant qui venait de nulle part, de partout, un chant qui semblait venir du ciel peut-être, ou de la terre, ou de quelque part entre les deux mondes. Je l'ai rassurée, c'était sans doute le vent, les animaux, une carrière lointaine, les arbres qui se parlent entre eux. Mais elle m'a regardé avec ses yeux d'enfant. Ces yeux qui voient des choses que les adultes ne peuvent pas voir, qui voient l'invisible. Et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Non, mademoiselle, c'est pas un bruit ordinaire, c'est une voix. Et la voix, elle nous connaît, elle connaît tous nos noms, nos vrais noms. » J'ai ri, bêtement.
comme une femme instruite qui refusait de croire aux contes de paysans. Mais plus tard, ce soir-là, en rentrant chez moi, je louche une petite chambre chez Madame Arzel, la sage-femme qui accouche les femmes du village. J'ai entendu le vent. Et dans le vent, j'ai cru reconnaître quelque chose. Pas des paroles, pas exactement, mais une intention, une présence, quelque chose qui respirait. 5 septembre. 3 personnes me l'ont dit maintenant, pas seulement Marie. Il y a aussi le fils Dubois, Jean-Luc, qui a 16 ans et qui est devenu un jeune homme très beau, avec la voix profonde de son père et les yeux bleus de sa mère. Et puis la mère Auffray, Joséphine, qui a 80 ans et qui a l'habitude de raconter des histoires anciennes que personne ne croit. Tous parlent du chant. Tous disent que c'est une voix, ou plusieurs voix, qui chantent dans la nuit, et que la voix, elles, connaissent leur nom. Les appellent par leur nom exact. Les supplient de venir. Cela commence à me déranger profondément. Le père Clément, notre prêtre, dit que c'est une hystérie collective, une maladie de l'esprit qui se propage comme une infection. Il dit que nous devons prier plus fort, que nous devons repousser les démons de nos pensées. Mais ses yeux me disent nous qu'il ne croit pas à ses propres paroles. Ses yeux me disent qu'il a entendu la voix aussi, et qu'il a une peur terrifiante. Peut-être que j'aurais dû rester à Rennes. Peut-être que j'aurais dû accepter l'offre de professeur à la capitale. Peut-être que ma mère avait raison quand elle me disait qu'il y avait quelque chose de maudit dans cette région. 7 septembre. Oh Dieu! Oh mon Dieu! Les Dubois ont disparu cette nuit, tous les 6, tous disparus. Je l'ai appris ce matin quand le boulanger, un homme tranquille nommé Yannig, s'est présenté à l'école avec les yeux rouges, la voix brisée, tremblant comme une feuille dans l'automne précoce. « Elles sont parties », a-t-il dit simplement. Ses mains tremblaient tellement qu'il devait les mettre dans ses poches pour les stabiliser. Elles sont parties et elles ont emporté la famille Dubois avec elles. J'ai cru qu'il était devenu fou, mais il m'a raconté, son histoire s'écoulant comme une confession à un prêtre, qu'il avait vu des lumières sortir de la maison des Dubois vers minuit, des lumières vertes, pâles, qui ressemblaient à du feu, mais qui ne brûlaient pas. Et il avait entendu la même voix qu'on entendait la nuit, qui criait le nom du Père. « Jean, Jean, viens, viens nous rejoindre, viens à nous. » Et Jean avait répondu, de sa chambre, d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Une voix qui était la sienne, mais aussi autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui savait des choses que Jean ne pouvait pas savoir. « Je viens », aurait-il dit. « Je viens enfin. » Et puis le silence. Puis le matin, les maisons étaient vides, les lits n'avaient pas l'air dormis. C'était comme s'ils avaient simplement marché dans la lumière verte et avaient cessé d'exister, comme si cette lumière était la porte vers un autre monde, un monde plus réel que celui-ci. 10 septembre, 10 personnes maintenant, 10. J'ai compté. Je connais chacun de leurs noms. La famille Auffray, 3 personnes. Les jumeaux Morvan, 2 âmes qui respiraient en harmonie parfaite. Le vieux Hervé, qui s'était marié à une femme qui l'aimait plus que la vie elle-même et qui maintenant la cherchait dans le vide. Et 3 autres, tous disparus, tous appelés, tous partis dans la lumière verte. Père Clément affirme que c'est un enlèvement, peut-être par des bohémiens qui terrorisent les villages, peut-être par des anarchistes qui veulent détruire la société, peut-être que Dieu nous teste, mais nous savons tous que c'est un mensonge, nous savons tous ce qui se passe. Nous avons simplement peur de le dire à haute voix, parce que dire les choses à haute voix, c'est leur donner du pouvoir, c'est les appeler plus fort, c'est ouvrir les portes qu'elles attendent que nous ouvrions, c'est crier notre position dans l'obscurité. 14 septembre. Elle m'a appelé cette nuit, ma mère, ma chère mère qui est morte en 1889, crachant du sang pendant 3 mois terribles avant de s'effondrer. J'ai reconnu sa voix immédiatement. C'était impossible, mais c'était elle. Exactement sa voix, exactement son ton, exactement sa manière de prononcer mon surnom. « Margot, ma petite Margot », disait-elle, « viens, viens nous rejoindre. Nous t'attendons. Tu as attendu si longtemps. Tu as souffert. Tu as été seule. Viens. » Et oh Dieu, j'ai voulu répondre. Mes lèvres formaient les mots, mes cordes vocales se contractaient. Mon cœur battait avec une joie que je n'avais jamais connue. Mais j'ai vu quelque chose à la fenêtre, cette lumière verte, cette lumière pâle qui respirait, qui pulsait comme un cœur, et j'ai compris. Si je répondais, si je prononçais ne serait-ce qu'une seule syllabe, je disparaîtrais.
comme les autres. Alors j'ai mis ma main sur ma bouche et j'ai mordu dedans jusqu'au sang pour ne rien dire. Ma main était couverte de sang au matin. Le sang avait taché mes draps de blanc, mais j'étais vivante. 17 septembre, 15 maintenant. 15 personnes. Il ne reste plus que 70 personnes au village. Nous sommes peu, très peu, et nous avons peur. Cette peur, c'est quelque chose de vivant. Elle bouge parmi nous. Elle se nourrit de nous. Elle s'étend comme une infection. Elle remplit chaque maison, chaque cœur, chaque poumon. Aujourd'hui, à l'école, les enfants qui restent se battaient. Ils se battaient entre eux sans raison, sans provocation, sans cause cachée. Ils se griffaient, s'arrachèrent les cheveux, se mordèrent les uns les autres, avec une violence primitive qui n'appartenait pas à des enfants. C'était comme s'ils étaient possédés par plusieurs âmes, comme s'il y avait plusieurs consciences dans chaque petit corps. Je les ai séparés avec difficulté. Et c'est alors que l'un d'eux, le petit Yves Morel, 9 ans, m'a regardé avec une intensité terrifiante et a dit quelque chose qui m'a glacé jusqu'à la moelle de mes os. « Elles veulent nous diviser, mademoiselle. Elles veulent que nous parlions pour qu'elles sachent où nous sommes. Elles nous écoutent. Elles écoutent chacun de nos mots. Elles savourent notre peur. » Un enfant de 9 ans parlant avec la sagesse d'un prêtre exorcisant un démon. Parlant avec une connaissance ancienne qui n'appartenait pas à son âge. 20 septembre. Une tentative de fuite. 3 familles, environ 15 personnes, ont essayé de partir ce matin avant l'aube. Ils étaient terrifiés, vêtus chaudement, portant des baluchons avec tout ce qu'ils pouvaient rassembler. Leurs yeux étaient fous d'espoir. Ils ont marché vers la limite du village, pensant qu'ils pourraient s'échapper. Que le monde était encore un endroit où on pouvait fuir. Et puis, ils ont commencé à hurler. Pas des mots, pas un appel à l'aide. Juste des cris de douleur pure, absolue. La douleur d'une âme qu'on arrache du corps. La douleur de quelque chose qui brûle de l'intérieur. Quand ils ont reculé dans le village, terrifiés, couverts de sang qui coulait de nulle part en particulier, de sang qui semblait suinter de leur peau elle-même, ils disaient que c'était comme si quelque chose de solide et d'invisible les retenait. Comme si une barrière avait été construite autour de tout le Coad. Un mur de feu, un mur qui brûlait de l'intérieur. « On ne peut pas partir », a dit le père de la famille Gazo, un charpentier. « On est piégé. On est pris au piège comme des animaux dans une cage invisible, et personne n'a essayé de partir depuis. Nous avons simplement accepté que nous vivions maintenant dans une prison sans mur. » 22 septembre. 23 maintenant. 23 qui sont partis. Et je sais, avec une certitude absolue qui ne souffre aucune question, que ma fin approche. Je peux le sentir avec chaque cellule de mon corps. C'est comme si quelque chose en moi s'en va progressivement, comme si on me siphonne de l'intérieur, comme si mon essence même se dissout. Mes mains sont devenues froides il y a 3 jours. Pas seulement froides, elles sont devenues translucides. Hier matin, j'ai vu à travers le dos de ma main, juste pendant quelques secondes terrifiantes, comme si ma chair devenait transparente, comme si je commençais à disparaître, à me transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien. Et les voix, oh, les voix deviennent plus fortes. Elles deviennent irrésistibles. Elles remplissent mon esprit comme de l'eau remplit un verre. Ma mère m'appelle de plus en plus fort. Et maintenant, ce n'est pas seulement ma mère. C'est aussi mon père qui est mort en 1894, emporté par une crise cardiaque alors qu'il travaillait au champ. C'est mon frère qui est mort à 6 ans d'une maladie que les médecins n'ont jamais diagnostiquée. C'est Joseph. Oh, Joseph, mon cher Joseph. Joseph était un amour que j'ai eu quand j'avais 23 ans, un homme beau, sensible, avec des mains d'artiste. Nous nous sommes aimés pendant 2 ans merveilleux. Et puis j'ai commis une infidélité, quelque chose de stupide. Une nuit de faiblesse quand j'avais trop bu. Et Joseph l'a découvert. Et il s'est tiré une balle en 1905. Il s'est tiré une balle à la tempe et il est mort en pensant à moi, à la trahison, à son cœur qui avait été brisé. Et maintenant, sa voix m'appelle. Et elle est si douce, si tendre, tellement plus douce qu'elle ne l'était jamais quand il était vivant. « Pardonne-moi, » dit sa voix. « Pardonne-moi d'avoir quitté ce monde. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul. Mais maintenant, je peux te pardonner. Maintenant, nous pouvons être ensemble, pour toujours. Et je veux lui répondre. Oh Dieu, je veux tant lui répondre. Je veux sentir ses bras autour de moi une dernière fois. Mais chaque fois que ma bouche s'ouvre, juste un peu, je sens quelque chose me tirer vers le bas, vers le sous-sol de l'église, vers le symbole qui attend, vers le vide au centre du cercle. Je sais ce qui m'attend là-bas. Et une part de moi,
La part qui est toujours humaine, la part qui craint, refuse de descendre. Mais pour combien de temps encore? 27 septembre. Ce soir, je ne vais pas combattre. Ce soir, je vais laisser les voix avoir ce qu'elles veulent. Ce soir, je vais descendre. Je vais aller au-delà. Je vais descendre dans le sous-sol de l'église. Et je vais prononcer les mots que tant d'autres ont prononcés avant moi. Et ce sera terminé. Et ce sera merveilleux. Ce sera enfin le repos. Ce sera enfin le retour à la maison. Je suis désolé. Mais le soulagement de ne plus avoir peur sera merveilleux. François Delabois posa le journal avec des mains tremblant de manière incontrôlable. Il avait passé 3 semaines à enquêter sur tout le Coad, 3 semaines de voyage en train, de conversations chuchotées avec des habitants de villages voisins qui ne mentionnaient le lieu qu'en formant les mots avec leurs lèvres sans son, de consultations d'archives obscures dans des bibliothèques oubliées, de nuits blanches, de cauchemars. Et ce qu'il avait découvert l'avait changé pour toujours. Il y avait eu d'autres incidents, d'autres disparitions, d'autres terres maudites. Le village de Locmaria, 40 km au nord, avait subi quelque chose de similaire en 1847. 100 personnes avaient simplement cessé d'exister en une nuit entière. 100 personnes, hommes, femmes, enfants, tous disparus. Et avant cela, en 1734, le petit hameau de Guerden avait été complètement vidé en 48 heures. 250 personnes, toutes disparues. Et avant encore, bien avant, il y avait des références vagues, presque enterrées, à des événements similaires datant du XVIe siècle, du XVe siècle, peut-être même plus tôt, peut-être depuis l'aube de l'homme. Chaque fois, le même schéma se répétait, des voix, une lumière verte, des disparitions dans un silence absolu, et ensuite des survivants qui refusaient de parler, des terres qui devenaient tabous, évitées, oubliées volontairement. Comme si une force collective décidait simplement d'effacer ces lieux de la mémoire humaine, comme si quelqu'un, quelque chose, exigeait que le monde fasse semblant que ces villages n'avaient jamais existé, comme si le tissu même de la réalité conspirait pour garder le secret. Delabois publia son article académique en 1953, un article méticuleux, bien recherché, présentant des preuves documentées, des citations de registres historiques, une analyse textuelle de journaux personnels. Il reçut très peu de réponses positives. Les grandes revues rejetaient ces preuves, disant qu'elles étaient spéculatives, qu'elles manquaient de rigueur scientifique, qu'elles étaient les fantasmes d'un chercheur obsédé. L'Église demanda gentiment que ces recherches cessent. Les autorités locales en Bretagne envoyèrent une lettre suggérant, pas très subtilement, qu'il abandonne son projet. Il y avait une conspiration du silence. Un accord tacite entre les gens que certaines choses ne devaient pas être étudiées, que certaines connaissances étaient plus dangereuses que l'ignorance. Mais ce qui terrifiait véritablement François était ce qu'il avait découvert en visitant tout le Coad en personne en 1952. Le village existait encore, mais il y avait quelque chose de profondément anormal dans ce lieu, quelque chose qui défiait la logique. La réalité semblait légèrement disloquée dans cet espace. C'était comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas de la même manière là-bas. Les jours étaient des plus courts, le soleil se couchait plus tôt, beaucoup plus tôt qu'il n'aurait dû. Les nuits étaient plus longues, tièdes, oppressantes, pleines de murmures. Le temps semblait se mouvoir différemment. 1 heure à tout le Coad semblait durer une journée entière. Delabois ressentait chaque minute avec une intensité suffocante. Les habitants qui y restaient ne le regardaient pas dans les yeux. Ils parlaient dans un murmure constant, comme s'ils prononçaient une prière éternelle pour rester invisibles. Leurs visages étaient pâles, presque translucides, leurs yeux vides, comme s'ils avaient trop vu et ne voulaient plus rien voir, comme s'ils vivaient dans un état entre la vie et la mort, un état crépusculaire, un état de limbe perpétuel, comme s'ils attendaient, nuit après nuit, d'être appelés, d'être emmenés, et peut-être, juste peut-être, voulaient-ils être emmenés. Et en marchant près de l'église, Delabois découvrit quelque chose qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. Les pierres du mur portèrent des marques de griffes, de dents, d'ongles, des marques de désespoir absolu, des marques de quelqu'un essayant d'échapper à une prison sans fenêtre, sans porte, sans issue. Les griffes avaient gratté la pierre avec une force surnaturelle, laissant des sillons profonds dans le granit solide. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de creuser à travers la réalité elle-même. Et sur le sol, près de la porte de l'église, il y avait des noms gravés.
Des centaines de noms, des milliers peut-être, datant de siècles. Des noms d'hommes, de femmes, d'enfants, tous disparus. Tous attendant dans le silence éternel, tous espérant que quelqu'un se souviendrait d'eux. Tous espérant que quelqu'un prononcerait leur nom à voix haute, juste une fois, pour qu'ils puissent enfin reposer. Delabois copia chaque nom dans son carnet. Cela prit 3 heures. Ses doigts lui faisaient mal. Son stylo se cassa 2 fois. Sa main commença à devenir translucide pendant qu'il copiait. Il pouvait voir à travers ses propres doigts, à travers les os. Mais il continua à copier, parce qu'il sentait que c'était important. Parce qu'il sentait que ces noms méritaient d'être rappelés, que ces personnes méritaient de ne pas être complètement oubliées par le monde. Quand il quitta Toul-Coad tard dans la nuit, un habitant, un vieil homme aux yeux gris et vides, le suivit jusqu'à la route. L'homme l'attrapa par le bras avec une force surprenante pour quelqu'un de son âge. Sa peau était froide. Sa voix était un murmure qui sonnait comme le vent dans un cimetière. « Ne revenez pas, dit-il. Vous avez entendu les voix, n'est-ce pas? Vous les avez entendues pendant que vous étiez ici. Elles vous ont appelé. Elles appellent toujours les étrangers. Elles les appellent par leur vrai nom, les noms que personne ne sait que vous avez. Alors, ne revenez pas. Parce que si vous revenez, si vous faites un 2e pas sur cette terre, elles vous prendront aussi. Et vous ne partirez plus jamais. Vous resterez avec nous, dans l'obscurité, dans le silence, à appeler. Delabois sentit le froid pénétrer sa colonne vertébrale comme des lames de glace. Parce que c'était vrai. Il avait entendu les voix, légèrement, lointainement, l'appelant par son nom, son vrai nom, pas son nom de chercheur, pas François Delabois, mais le nom secret que sa mère utilisait pour l'appeler quand il était enfant et faisait des cauchemars terribles, le nom qu'aucun vivant ne connaissait. Il n'y retourna jamais. Et 41 ans plus tard, 41 ans de silence auto-imposé, 41 ans de tentative d'oubli, Delabois mourut en 1967. Un accident de voiture, disait le rapport officiel. Son véhicule était tombé d'une falaise en Bretagne, près de la côte. Une route qu'il connaissait bien, une route qu'il avait parcourue des centaines de fois, une route qu'il avait promis de ne plus jamais parcourir. Le rapport initial mentionnait quelque chose à propos d'une lumière verte pâle qui aurait aveuglé le conducteur, mais ce détail fut retiré du rapport final. Les enquêteurs décidèrent que c'était de la négligence, que Delabois était fatigué, qu'il s'était endormi au volant, rien de plus. Juste un accident ordinaire. Rien qui mérite l'attention, rien qui mérite d'être remarqué. Mais les gens qui connaissaient Delabois savaient la vérité. Ils savaient qu'il était obsédé par son travail de recherche. Ils savaient qu'il avait mémorisé chaque nom, chaque victime, chaque âme perdue. Ils savaient que des centaines de noms étaient tatoués dans sa mémoire. Et ils savaient que, nuit après nuit, avant de dormir, Delabois prononçait silencieusement ces noms dans sa chambre sombre, les murmurant dans l'obscurité, dans le silence, essayant de maintenir vivante la mémoire de ceux que Toul-Coad avait pris, essayant de leur offrir une forme d'existence, même si seulement dans la mémoire d'un homme. Peut-être l'ont-ils appelé. Peut-être ces murmures silencieux sont-ils finalement allés trop loin. Peut-être y a-t-il eu un moment, dans une nuit sans lune, où les voix devinrent si irrésistibles qu'il ne put plus dévier de la route. Peut-être y a-t-il eu un moment où il répondit finalement. Aujourd'hui, Toul-Coad n'existe sur aucune carte officielle. Les routes qui y menaient ont été abandonnées il y a des décennies. Les panneaux routiers ont été enlevés ou sont tombés, pourrissant sous la pluie bretonne. Si vous demandez à un Breton ce qui s'est passé en 1911 dans ce coin perdu de la province, il vous regardera longuement, très très longuement. Ses yeux prendront une expression distante, comme s'il écoutait quelque chose que vous ne pouvez pas entendre. Et puis, poliment, il vous demandera de changer de sujet. Il vous demandera de ne plus jamais en parler. Il vous demandera d'oublier que vous avez même posé la question, parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être réveillées, certaines histoires qui doivent rester endormies au fond des archives oubliées, certains silences qui doivent être respectés, non par politesse, non par respect pour les morts, mais par survie. Parce que mentionner ces choses, c'est les appeler. C'est ouvrir les portes qui devraient rester fermées. C'est dire au non. Je suis ici. Trouvez-moi. Les 23 qui ont disparu de Toul-Coad n'ont pas été assassinés. Ils ne se sont pas enfuis vers des villes lointaines. Ils n'ont pas été enlevés par des forces terrestres. Aucune police, aucune armée, aucune organisation humaine. Ils ont simplement entendu un appel qui était plus fort que la vie elle-même.
un appel qui connaissait leur nom, un appel qui savait ce qu'ils aimaient. Un appel qui promettait une fin au poids insupportable d'exister, une fin à la douleur, une fin à la solitude, une fin à toutes les choses qui rendent la vie si terrible et si belle en même temps. Et peut-être, et cette pensée est la plus terrifiante de toutes, peut-être ont-ils été les seuls à entendre la vérité, les seuls à comprendre qu'il y avait quelque chose au-delà de ce monde gris et douloureux, quelque chose qui respire, quelque chose qui appelle, quelque chose qui nous attend dans le silence patiemment, connaissant tous nos noms, les noms qu'on nous a donnés à la naissance, les noms qu'on nous a murmurés dans l'obscurité, les noms qu'aucun vivant ne connaît. Parce que le vrai mystère n'était pas pourquoi les 23 ont disparu, c'était pourquoi quelqu'un est resté, pourquoi les 37 survivants ont refusé l'appel, pourquoi ils ont mis leurs mains sur leur bouche et ont mordu jusqu'au sang pour ne pas répondre. Pourquoi ils ont choisi de continuer à vivre dans un monde qui avait révélé son vrai visage, un visage ancien, patient, infini, attendant à la lisière de la réalité. Pourquoi sont-ils encore là? Pourquoi respirent-ils encore alors qu'ils pourraient se reposer? Pourquoi luttent-ils encore contre les voix qui les appellent nuit après nuit? Parce que nuit après nuit, encore aujourd'hui, ils entendent les voix. Encore aujourd'hui, ils voient la lumière verte pâle briller à l'extérieur de leurs fenêtres, une lumière que personne d'autre ne voit parce que personne d'autre ne passe par là. Encore aujourd'hui, ils entendent leurs noms être appelés par ceux qui sont partis, les noms de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs amours perdus, et chaque nuit ils mettent leurs mains sur leur bouche. Chaque nuit, ils mordent jusqu'au sang. Chaque nuit, ils murmurent des prières qui ne sont pas adressées à Dieu, parce que Dieu semble être ailleurs, distrait, ou pire, complice de cette horreur silencieuse, parce que le silence est le seul prix qui les maintient en vie, parce que parler, c'est répondre, parce que répondre, c'est partir. Et quelque part, peut-être dans les profondeurs de tout le Coad, peut-être quelque part entre les mondes qui respirent côte à côte avec le nôtre, les 23 attendent, appelant, murmurant. Chantant dans une langue que les vivants ne doivent pas comprendre, une langue faite de murmures et de silences, une langue qui existe seulement dans les fissures entre les battements du cœur, une langue aussi ancienne que la mort elle-même, appelant les noms de ceux qui respirent encore, appelant les noms de ceux qui passent trop près, appelant les noms de ceux qui ont osé enquêter, appelant, patiemment, infiniment, à travers les siècles. Attendant qu'un jour, quand le silence se brisera, tous répondront. Quand quelqu'un dira finalement oui, quand quelqu'un acceptera finalement l'appel, et alors finalement, personne ne restera. Seulement le vide, seulement la lumière verte, seulement le silence éternel. Et peut-être, juste peut-être, le monde entier découvrira qu'il attendait cet appel aussi, qu'il a toujours su qu'il y avait quelque chose au-delà de la réalité ordinaire, qu'il a toujours désiré entendre ces voix séductrices, parce qu'il y a une raison pour laquelle personne ne parle de tout le Coad. Il y a une raison pour laquelle les cartes ne le montrent pas. Il y a une raison pour laquelle les documents disparaissent. Il y a une raison pour laquelle les gens murmurent quand ils mentionnent cet endroit. C'est parce qu'au fond de nos cœurs, nous savons tous, nous savons qu'il existe. Et nous savons qu'un jour, quand nous nous y attendrons le moins, nous serons appelés aussi. Et nous savons que nous ne pourrons pas refuser. Seulement retarder, seulement rester silencieux, les mains sur la bouche, saignant, attendant. Attendant que l'appel devienne si irrésistible que la résistance devienne impossible. Attendant que le silence nous consume finalement complètement. Attendant que dans une nuit sans lune, sur une route qui ne devrait pas exister, nous voyions cette lumière verte nous appeler par notre vrai nom et que nous ne puissions plus refuser. Fin.